Ouais, ouais. Bonjour à toutes et à tous. Toutes. Je suis très contente de vous retrouver ici pour une conférence sur le protestantisme, le féminisme et le sexisme. Donc, cette conférence est organisée dans le cadre des activités du Conseil de maison, donc représentée en partie par moi, donc c'est une conférence dans le cadre de ma troisième année de Stift, représentée par Mathias et les étudiants et étudiantes du Stift. C'est aussi une conférence en partenariat avec la médiathèque du Stift, représentée par Thomas Guillemin ici. Petite pub pour la médiathèque qui dispose d'une large sélection de livres, et notamment de livres qui lient féminisme et protestantisme, dont cette édition de Évangile et Liberté qui a tout un dossier sur le sexisme, le féminisme et le protestantisme, et si vous êtes intéressés. Mais d'abord de commencer la conférence et de présenter les deux intervenantes ici. Il paraît qu'on a une invitée spéciale. Valérie, je te laisse en parler un peu plus. Ben oui, vous voyez à côté de moi cette chaise, une invitée très spéciale, une place qui lui est réservée, une place pour elle. Elle aurait dû être avec nous ce soir. Mais elle n'est pas là parce qu'elle est morte sous la violence de son conjoint, de son partenaire. Et donc c'est un geste fort pour nous rappeler les victimes de violences conjugales. Parce que dans notre pays, si tous les 2 jours une femme meurt, ça c'est le haut de l'iceberg. C'est 200 000 femmes qui sont victimes de violences physiques. Et si vous élargissez, parce qu'il y a aussi les violences verbales, psychologiques, sexuelles, alors c'est 2 millions de nos voisines, de nos sœurs, de nos filles, de nos collègues qui sont victimes de violences. Alors ce soir, dans cette soirée sur le sexisme, on voulait aussi du coup dire que c'est pas qu'une discussion théorique, ça a des conséquences aussi. Ça peut conduire du coup jusqu'au féminicide. Merci Valérie, tu es vice-présidente de la Fédération protestante de France. Tu es l'autrice de La Bible est-elle sexiste, paru en 2021, coordinatrice de la traduction Nouvelle Français courant. Lauriane, tu as publié en 2023 une étude intitulée Pionnière, comment les femmes sont devenues pasteurs, aux éditions Labor et Fides. Je voulais savoir si vous pouviez tout d'abord vous présenter, nous parler un peu de votre parcours dans l'Église. Comment Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être pour la première fois à Strasbourg aujourd'hui. Je viens de Genève, donc. J'ai terminé il y a une année une thèse de doctorat en théologie à l'Université de Genève. J'ai travaillé pendant 6 ans à la faculté de théologie de l'université, où j'ai travaillé avec la professeure Elisabeth Parmentier, donc, qui a travaillé longtemps ici, qui vient d'ici. Et on a participé aussi, Elisabeth Parmentier et moi, avec d'ailleurs Joanne Charas-Sancho qui est là, à l'aventure d'une Bible des femmes, ce livre qui est sorti en 2018. Donc c'était une collaboration déjà quelque part avec l'Alsace, avec ce projet-là. Et donc j'ai conduit une recherche pendant mes années de travail à la faculté de théologie à Genève sur l'ouverture du pastorat aux femmes, à la mixité femmes-hommes dans les églises de Genève et Vaud. Donc Genève comme berceau du calvinisme, enfin le lieu où Calvin a pu développer toutes ses idées réformatrices, et donc un berceau de la réforme calvinienne qui a après essaimé en France et à l'international. Et donc je trouvais important d'étudier cette question pour le cas de Genève. Et puis j'ai voulu comparer cette situation avec le cas du canton de Vaud. Et donc j'ai étudié cette question avec une perspective d'historienne, parce que je suis historienne de formation avant d'être entrée en théologie. Donc formation en histoire, travail en théologie pendant 6 ans. Et puis donc depuis que j'ai fini cette recherche l'année passée, j'ai travaillé à la publication de ce livre Pionnière, dans lequel j'ai fait tout un travail pour rendre ma recherche accessible et intéressante pour un public plus large que des spécialistes en théologie
Et voilà, j'ai fait ce travail sur ce livre. Et en ce moment, j'enseigne la théologie pratique encore à l'Université de Genève. Et en même temps, j'enseigne aussi dans l'enseignement secondaire l'histoire et le français. Donc, je suis un peu à cheval entre deux mondes, entre la théologie universitaire et les adolescentes de 14 ans à Genève, dans un établissement public. Et peut-être dire encore que je suis protestante réformée d'éducation, d'appartenance, tout en en vivant l'œcuménisme dans ma famille avec un père catholique et un conjoint aussi catholique maronite, originaire de Syrie. Donc voilà, aussi beaucoup d'intérêt pour l'œcuménisme. Et je pense que je peux en rester là pour ma présentation pour l'instant. À terme, moi je me suis dit que les 2 minutes que j'avais de présentation, j'aimerais bien les utiliser à ce que vous présentiez à votre voisin et votre voisine. Ah, parce qu'elle a déjà dit beaucoup de choses sur moi. Alors présentez-vous à votre voisin ou à votre voisine. Et donc voilà en quelques mots ce que je peux vous dire sur moi. Du coup, je vais continuer avec une question un peu plus large et qui vous concerne toutes les deux. On pense souvent le protestantisme et le féminisme comme étant des notions antagonistes. Du coup, je voulais savoir ce que ça voulait dire féminisme pour vous et est-ce que vous vous considérez comme étant féministe? Oui. Alors, féministe, pour moi, ça veut dire la défense de l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les hommes, égalité en droit, égalité à l'accès à l'éducation, égalité en dignité, égalité dans les dons reçus. Voilà, donc c'est vraiment un point central, c'est cette égalité femmes-hommes. Et donc, en tant que protestante, il se trouve que c'est ce que je lis aussi dans les textes bibliques. L'anthropologie voulue là par le Créateur. Ce que j'y lis, c'est aussi du coup cette égale dignité. Donc je trouve ça tout à fait cohérent. Et c'est même plutôt un aiguillon, une motivation, ce que je trouve aussi dans la lecture des textes, et on va y revenir. Donc ça me va tout à fait de dire... Et en plus, quand je regarde l'histoire du protestantisme, je vois aussi des femmes remarquables qui ont tout à fait incarné aussi cette défense, cette valeur, cet engagement. On est ici à Strasbourg. Quand même Strasbourg, Katharina de Selschutz, je veux dire, c'est absolument formidable. Ce matin, je me suis baladée dans les rues pour essayer de retrouver là où elle avait habité, là où dans la cathédrale où elle s'est mariée. C'est elle qui, avec son mari, porte la réforme ici à Strasbourg. Et comme vous le voyez, elle est très honorée dans de nombreux tableaux dans cette maison. On parle beaucoup d'elle, hein, vous voyez, on a vraiment rendu hommage à cette grande femme. En fait, dans chaque siècle, il y a eu des femmes de grande valeur. Si je reste toujours en Alsace, moi je suis très touchée par Sarah Banzé aussi, par exemple. Elle fonde l'école maternelle. Elle a le souci dans son village, là, du fin fond de... elle a le souci de l'éducation. Ça, c'est très protestant. Et elle se dit, mais comment faire pour que là, les plus jeunes, les plus pauvres, puissent avoir accès à l'écriture pour pouvoir lire dans les textes bibliques, mais elle savait tout ce que l'éducation voulait dire. Et avec ses poils à tricoter, bien sûr avec Oberlin, mais vous voyez qu'il s'appuie aussi sur elle et sur l'intuition qu'il a eue, mais l'histoire n'aura retenu que lui. Donc pour moi, c'est tout à fait conciliable, aussi donc par les racines bibliques et par ce que je vois dans le témoignage de femmes protestantes remarquables. Alors moi aussi, je souscris tout à fait à ce que Valérie a dit, dans le sens où, bien sûr, moi aussi je suis féministe. Je pense que c'est vraiment important d'assumer aussi ce terme aujourd'hui. On est dans une période
voilà, le féminisme, c'est un peu des vagues, il y a des moments où c'est plus, la situation paraît un peu plus favorable, où il y a plus d'élan, puis des moments où ça freine. Et puis, je pense que là, avec la vague MeToo, on est dans un renouveau féministe qui est très encourageant, où il y a des jeunes générations qui reprennent, qui prennent part à ce mouvement en y amenant quelque chose de nouveau. Et ça, je trouve que c'est très encourageant, que ça donne beaucoup d'espoir. Donc ça, j'en suis très très heureuse, mais en même temps, je trouve qu'il y a aussi, on est aussi dans une période où il y a un peu un retour de bâton par moment, avec une sorte de contre-offensive conservatrice. Et donc je pense que c'est d'autant plus important d'assumer ce terme, de dire oui, je suis féministe, et puis de pas non plus vouloir tout le temps aussi dire mais ça veut pas dire que j'aime pas les hommes, qui est un peu la tentation qu'on peut avoir de toujours vouloir se défendre et se justifier. Et je suis assez méfiante par rapport à ça. Et peut-être ce que j'ajouterais aussi, moi, sur ma vision du féminisme, c'est que c'est deux choses. Il y a une première chose, c'est que je vois aussi qu'on est dans une période où on a un peu tendance des fois à vouloir opposer les féministes entre elles, ou, parce c'est sûr qu'il y a des divisions, il y a un pluralisme interne au mouvement féministe avec des visions différentes sur certains sujets qui peuvent être clivants. Et voilà, moi, par exemple, je suis très dérangée quand il y a des personnes d'autres féministes qui disent ah mais une telle, elle est pas vraiment féministe parce que elle porte tel ou tel vêtement ou attribut ou je sais pas quoi, et donc le fait de dénier aux autres le fait de se dire féministe, ça je trouve ça assez terrible. Donc c'est un enjeu que je vois en ce moment. Et moi, je pense qu'il faut respecter le fait qu'il y a un pluralisme au sein du féminisme, et puis pas se monter les unes contre les autres, disons. Ça, c'est important pour moi. Et puis l'autre chose que je voudrais ajouter, c'est aussi le fait que je pense que comme féministe, on doit aussi faire attention à tous nos angles morts, au fait que dans nos luttes, on peut ne pas voir certaines problématiques ou la situation d'autres personnes. Et voilà, notamment dans le protestantisme, alors que moi j'ai étudié tout au long du XXe siècle, et notamment à Genève-Évo, c'est sûr que c'est un féminisme qui est assez bourgeois, qui est un féminisme blanc bourgeois. Si vous voulez, c'est des femmes des élites, des femmes qui sont très privilégiées, qui sont porteuses de ce mouvement féministe, et on est leurs héritières, et heureusement qu'elles étaient là. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les avancées de notre réflexion dans ce mouvement, on peut aussi se dire, avoir une réflexion en fait sur nos propres privilèges, et se rendre compte qu'il y a par exemple des femmes qui sont dans une autre situation, qui vivent des discriminations encore plus compliquées que celles qu'on vit soi-même. Donc je pense que ça c'est un enjeu aussi, et c'est ce féminisme-là aussi que j'aurais envie de défendre, celui qui est à l'écoute des voix des autres, et notamment des personnes qui ont peut-être plus de difficultés que moi-même. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est important pour moi dans ma vision du féminisme et que j'aimerais souligner. Merci pour ces deux réponses. Valérie, la prochaine est pour toi. Tu l'as dit, quand tu lis les textes, pour toi, ce qui ressort, c'est l'égalité. Mais la Bible et la religion sont souvent considérées comme, ou dites et dépeintes comme vieilles et patriarcales. Est-ce que pour toi, je pense que la réponse est non, mais c'est rhétorique, est-ce que la Bible est vectrice d'une oppression sur les femmes? Alors voilà, la Bible, c'est une bibliothèque, c'est un ensemble de livres. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est la trajectoire ou la perspective. Si je regarde la culture dans laquelle ces textes sont écrits, évidemment, c'est une culture patriarcale. La femme y est considérée comme une mineure, surtout là dans l'Ancien Testament, on voit bien la culture patriarcale là dans toutes ces pages-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est la trajectoire, la perspective. Et là, par contre, la Bible est une bonne nouvelle aussi pour les femmes. La perspective, c'est Genèse 1 et 2. Vous savez, c'est comme en musique, hein, il faut voir la clé qui est au début de la partition qui donne le ton pour tout le reste. Genèse 1 et 2, ça donne le ton. Ça nous dit, hommes et femmes, il les créa à son image, ça veut dire une égale dignité, et il confie aux deux l'autorité de gérer cette terre. Donc on a d'emblée posé, si vous voulez, quelque chose là qui est fondateur. Ensuite, d'après le récit étiologique de la Bible, on a ce qu'on appelle, les théologiens appellent la chute. Et c'est là qu'apparaît le patriarcat comme conséquence, on va dire, de ces humains qui veulent être, on va dire, comme le créateur et pas se contenter d'être les créatures. Et donc c'est intéressant de voir que dans le texte biblique,
il y a du patriarcat, mais il est condamné comme une conséquence, si vous voulez, du péché, de la chute, mais pas comme quelque chose qui était voulu. Donc quelque chose qu'on peut corriger, contre lequel on peut s'engager et se battre. Et alors ensuite, quand on avance dans les pages, on arrive à Jésus, hein, on va y revenir, qui lui veut restaurer du coup ce qui était plutôt au départ justement cette égale dignité. On voit les premières communautés chrétiennes qui au départ sont un peu dans le même souffle et puis qui assez vite repatriarcalisation du coup aussi des communautés chrétiennes. Mais c'est bien une trajectoire et donc une bonne nouvelle quand même. Et justement, tu le disais, moi j'aimerais savoir quel était le positionnement de Jésus par rapport aux femmes dans la Bible. Alors Jésus, c'est la subversion en marche. Alors il n'est pas féministe dans le sens à faire un grand discours, vous ne le verrez pas faire comme les béatitudes Matthieu 5, un grand discours sur le genre là, et sur l'égalité femmes-hommes, parce qu'en fait, il a pris une autre option, c'est d'incarner lui-même le changement, qui fait que d'après ce qu'il a fait, plus rien ne sera plus jamais comme avant. Sa manière d'être en relation avec les femmes de l'époque contraste tellement avec comment les hommes étaient, si vous voulez, que voilà, plus rien ne sera jamais le même. Il choisit comme premier témoin de la résurrection des femmes, notamment Marie-Madeleine, à une époque où le témoignage des femmes n'est pas reçu. Hein. Il a des femmes qui l'accompagnent, des femmes disciples, Suzanne, Jeanne, on n'en parle pas souvent hein, de ces prénoms-là. Il enseigne des femmes, à une époque où on disait que voilà, enseigner la Torah à une fille, c'était lui enseigner la luxure, et que voilà, il fallait pas enseigner comme ça. Donc on voit vraiment qu'il est à contre-pied de sa culture. Il préfère l'évangile, la bonne nouvelle, hein, je sais que c'est la traduction du mot évangile, il préfère l'évangile à la culture. Il ne se laisse pas dicter par le diktat de la culture. Et ça c'est un message vraiment d'une grande actualité. Du coup, vous avez aussi participé donc, à la traduction de la Bible. Je voulais savoir quel était le rôle de la traduction dans, on va dire, cette démarche d'inclusivité et de renouvellement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une approche plus féministe grâce à ces nouvelles traductions? Ouais. Alors ça, c'est capital. Alors surtout en protestantisme, où on dit que la Bible, c'est notre référence, et on la lit dans les liturgies, dans les cultes, etc. Et alors si là, vous entendez une traduction sexiste, du coup, vous allez penser qu'en effet, Dieu légitime la soumission voilà, de la femme, le patriarcat, etc. Alors que si vous allez voir les textes en grec et en hébreu, puisque la Bible n'a pas été écrite en français, très souvent, ils sont ce qu'on appelle épicènes, inclusifs, c'est-à-dire qu'ils incluent les hommes et les femmes. Mais les traducteurs ont été des hommes pendant des siècles, et ils ont choisi le parti pris qu'a la langue française, que, vous savez, le masculin l'emporte. On nous a appris ça depuis les plus petites classes. Ça, c'est très récent, hein, c'est 18e, hein, c'est pas une règle absolue. Hein. Le masculin l'emporte. Ben, c'est pas comme ça en grec et en hébreu. Et donc, c'était très important d'être fidèle, si vous voulez, à l'esprit là, du texte, et d'essayer de retrouver dans la langue française ce qu'il y avait dans le grec ou dans l'hébreu. Je vous donne un exemple. En grec, on a un mot pour dire les hommes et les femmes, c'est anthropos. Vous le connaissez dans l'anthropologie. Alors qu'on a un autre mot quand on veut dire les hommes, les mâles, hein, simplement les voilà, masculins. Et du coup, vos traducteurs français, ils ont fait quoi? Ils ont toujours mis homme, peu importe le mot grec utilisé. Donc vous ouvrez les textes et vous savez pas, du coup, si les femmes sont incluses et comprises. Eh bien, dans une traduction épicène comme la Nouvelle Français courant, on fait attention. Si le grec a anthropos, alors on trouve une traduction française qui inclut les hommes et les femmes. Et donc ça, c'était très important, parce qu'après, ce sont les textes qui sont lus en église, les textes qui sont étudiés, qui sont médités, et qui parfois, malheureusement, du coup, s'ils sont pas respectueux, hein, ils deviennent des armes de soumission massive. C'est ça le souci ici, et c'est ce contre quoi, du coup, on voulait lutter. Et donc, il faut partir à la source. Et en protestantisme, la source, c'est la Bible. Donc, c'est les traductions de la Bible où il fallait passer de l'énergie. Et du coup, vous nous dites depuis tout à l'heure, donc la Bible est vêtue d'un message d'égalité, d'inclusivité. Je voulais savoir, est-ce que dans la Bible, aujourd'hui, on peut trouver des réponses aux violences sexistes pardon, et sexuelles? Comment l'Église gère ça aujourd'hui? Ouais. On a deux grandes pistes. D'abord, c'est des textes de violence. Il y a énormément de textes de violence. La théologie féministe les a appelés des textes de terreur, mais parce que ça dit bien son nom, c'est vraiment des textes, d'ailleurs on prêche jamais dessus, quoi. Vous voyez, on les entend pas, c'est Agar, servante sexuelle, esclave sexuelle d'Abraham, hein, qui est rejetée dans le désert, c'est Sarah elle-même vendue par son mari à Pharaon, c'est la fille de Jephthé sacrifiée, c'est la concubine du Lévite de Juge 19 découpée en morceaux et envoyée aux 12 tribus. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de textes de violence, mais ça c'est important. Faut pas les arracher, hein, faut pas les enlever, parce que ça se fait l'écho des cris des victimes aussi aujourd'hui.
C'est pas une bibliothèque rose, hein, la Bible, c'est du vécu, quoi, c'est du réel, et donc ça nous rend, nous, sensibles aux cris de nos sœurs aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, on a encore beaucoup de victimes. Donc du coup, il y a ces premiers textes-là, hein, qui font des textes de violence, qui font écho. Et puis, il y a tous les textes de la tradition prophétique qui vont dénoncer du coup le mal, dénoncer l'injustice, dénoncer contre la veuve ou l'orphelin quand il y a. Et donc tous ces textes-là, cette tradition-là, elle vient aussi nous sensibiliser et nous dire, en tant qu'Église, on a quelque chose à dire pour dénoncer quand là il y a quelque chose qui va pas. Donc ce serait dans ce sens-là. Après, oui, on y reviendra. Il y a dans nos églises de la violence aujourd'hui, et sexiste et sexuelle. Maintenant, je vais te poser une question, toi, Lauriane. On parle beaucoup là des textes, mais l'Église, c'est une hiérarchie, une organisation. Je voulais savoir si tu pouvais nous retracer, alors bien sûr pas l'entièreté de la jeunesse, mais une courte jeunesse de l'accession des femmes au poste de l'Église, notamment au poste pastoral. Je sais que tu as travaillé plus pour le cas de la Suisse, mais... Oui, mais il y a des similitudes avec ce qui s'est passé en France. Alors, en fait, l'accession des femmes au ministère pastoral, c'est vraiment très lié à l'accès des femmes aux études universitaires, puisque la principale condition pour être pasteur dans les églises de la Réforme, c'est la compétence théologique universitaire. Et donc, en fait, tant que les femmes n'ont pas eu accès aux études universitaires de théologie, la question de leur accès au pastorat se posait même pas. Donc, il n'y avait même pas besoin d'interdire explicitement dans des textes, des constitutions, des règlements, d'interdire aux femmes d'être pasteurs, parce que la question ne se posait pas. Donc, c'était tacite, c'était évident. Et en fait, dès le moment où les universités, les facultés de théologie s'ouvrent aux femmes, donc c'est autour de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, selon les lieux. En ce qui concerne la Suisse, c'est la fin du 19e siècle, mais d'abord, les femmes, elles n'ont pas accès à l'équivalent du baccalauréat, donc qui donne accès à l'université. Donc, il y a une sorte d'hypocrisie d'ouvrir les universités aux femmes, mais en fait, les femmes ne peuvent pas y entrer parce qu'elles n'ont pas le diplôme qu'il faut. Donc voilà, disons qu'il y a des luttes vraiment à chaque étape pour pouvoir entrer dans ces lieux exclusivement masculins. Et donc, dès le moment où les femmes ont accès aux études universitaires de théologie au début du XXe siècle, plutôt, les premières femmes s'inscrivent dans ces facultés, sont seules dans ces facultés, sont des pionnières, et en fait elles disent qu'elles ont la vocation, donc elles se sentent appelées à devenir pasteurs. Souvent c'est des femmes qui sont issues de familles de pasteurs, donc qui ont souvent un père pasteur, et voilà, c'est pas pour rien qu'elles ont cette idée-là qui germe dans leur esprit, alors que c'est pas possible à leur époque. Et donc elles font ces études, et puis elles disent à leur église qu'elles veulent devenir pasteurs, et donc les églises sont contraintes à ce moment-là de discuter de la question, puisqu'il n'y a pas d'interdiction explicite, mais voilà, elles doivent se positionner en réfléchissant aux arguments théologiques et à la conception du ministère pastoral, parce que jusqu'aux 2 premiers tiers du XXe siècle, on est encore dans une conception marquée par le patriarcat, par le fait que le pasteur, c'est un rôle d'autorité, c'est un rôle assez paternaliste. En fait, le pasteur est vu comme un père de communauté, comme un chef de communauté. Et du coup, c'est très difficile pour les églises de concevoir que des femmes puissent accéder à un tel rôle d'autorité. Donc, à la fois dans le fait d'avoir une autorité sur la communauté, et aussi dans le fait d'avoir une parole publique avec la prédication, un prêcher du haut de la chair dans une église, dans un temple, c'est fort en fait. Il y a des enjeux là autour aussi. Et donc voilà, il y a ces pas qui doivent être faits par les églises, mais qui sont contraintes de se positionner parce que des pionnières veulent entrer dans ces lieux. Et est-ce qu'aujourd'hui on peut encore... est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des différences au niveau de l'accession entre les hommes et les femmes à ces postes pastoraux? Ouais. Alors en fait, on a la chance dans nos églises protestantes luthéro-réformées d'avoir maintenant plusieurs décennies depuis le moment où le pastorat s'est ouvert aux femmes. Donc ça s'est fait d'abord de manière un peu soit exceptionnelle, soit avec un statut un peu différent déjà à partir des années 1930, notamment en Alsace et puis en Suisse romande, justement Genève-Vaud. Donc on a déjà les premières femmes pasteurs autour des années 1930. Donc c'est quand même ancien, ça fait bientôt 100 ans qu'il y a ces premières femmes pasteurs. Et puis après, ça devient plus courant à partir des années 70, 70 comme on dit chez moi. Donc à partir des années 70, là, il y a plus de femmes il y a un statut plus égalitaire qui s'ouvre et il y a plus de femmes qui arrivent. Et elles sont de plus en plus nombreuses. Et donc là, aujourd'hui, on est autour de 40% quand même de femmes pasteurs.
autant en Suisse qu'en France, donc c'est quand même une proportion qui est assez élevée et souvent qui n'est pas très connue par les gens qui sont un peu distancés des églises et puis, ou qui sont hors de ces cercles protestants. Donc ouais, c'est quand même une évolution très importante. C'est ça qui m'a intéressée à étudier, c'est de voir comment il y avait eu cette évolution très importante. Et donc là, comme ça fait plusieurs décennies, ça fait à peu près une 50aine d'années qu'il y a cette expérience de vraiment ouvrir le ministère pastoral, qui ait une égalité de droit. Je pense que la situation aujourd'hui, elle est assez banalisée, normalisée, dans le sens où c'est plus étonnant pour des paroisses d'avoir une femme pasteur qui est là, parce qu'elles ne sont plus les premières. Dans la plupart des paroisses, il y a déjà eu des femmes pasteurs, quoiqu'il y a encore des exceptions. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour l'Alsace, mais en Suisse romande, en tout cas, il y a encore 2-3 lieux qui résistent, qui sont encore des bastions où on n'a pas encore engagé de femmes, donc des lieux un peu symboliques. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc voilà, il y a encore des lieux, disons, où ça paraît difficile. Par exemple, à Genève, à la cathédrale Saint-Pierre, une première femme a été embauchée comme titulaire vraiment de cette paroisse il y a 1 an et demi. Donc avant, il y avait eu des femmes stagiaires, mais il n'y avait pas eu de femmes titulaires de cette paroisse, alors qu'il y a des femmes pasteurs depuis 1929. Donc voilà, donc il y a encore des résistances à certains endroits. Et puis après, qu'il y a encore, c'est le sexisme ordinaire qui imprègne toute notre société et qui est évidemment aussi présent dans l'Église. Donc il y a encore des difficultés. On ne peut pas dire, disons, qu'on a atteint l'objectif et que c'est bon, c'est réglé. Donc il y a encore des défis, il y a encore des difficultés pour les jeunes femmes pasteurs. Il y a aussi des inégalités liées au fait que les jeunes femmes pasteurs, quand elles ont un enfant et qu'elles partent en congé maternité, elles ne sont pas forcément remplacées. Du coup, il y a encore des lieux, par exemple, des paroisses qui résistent au fait d'engager des jeunes, enfin qui appréhendent en tout cas, ou qui résistent au fait d'engager des jeunes femmes parce qu'ils ont peur d'être sans pasteur pendant X mois, parce que la pasteur va avoir des enfants. Donc voilà, il y a encore des difficultés qui sont spécifiques ou pas, mais je pense que c'est vraiment important de réfléchir à ces questions, d'en prendre conscience, parce on pourrait avoir un peu tendance à s'endormir sur nos lauriers dans le protestantisme luthéro-réformé, à se dire, voilà, l'égalité est là, il y a des femmes pasteurs depuis longtemps et tout va bien, mais en fait, voilà, il faut encore avoir, à mon avis, l'œil affûté et puis être encore sensible pour débusquer les discriminations qui persistent. Et ton livre d'ailleurs, tes travaux de recherche nous montrent quand on tente d'exclure un peu les femmes, elles s'organisent à côté en petits groupes, presque en réunion en non-mixité. Est-ce que tu peux nous en parler? Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir pourquoi ces groupes de femmes ne se sont jamais nommés ou identifiés comme féministes auprès du grand public. Ouais. Alors là, tu fais allusion à ces groupes de femmes théologiennes, pasteurs, qui se sont réunis successivement. Donc là, moi, j'ai étudié la situation de Genève, où il y a eu dans les années 1980, c'est le moment en fait où il y a eu vraiment des groupes de femmes qui sont arrivées dans la faculté de théologie, puis après qui sont entrées dans l'église. Donc c'était plus des exceptions. Elles commençaient à être assez nombreuses, ces femmes pasteurs, diacres, théologiennes. Et en fait, elles identifiaient donc dans les années 80 encore justement des discriminations, des difficultés. Elles ont ressenti le besoin de partager leurs expériences, aussi de lire des théologiennes féministes, parce que certaines allaient faire des séjours en Amérique du Nord, et puis voyaient qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient là-bas sur la théologie féministe, mais dont elles n'avaient pas entendu parler quand elles étaient en Europe. Et du coup, voilà, elles ramenaient aussi toutes ces pensées-là, ces théologies-là d'Amérique du Nord. Et donc, elles ont créé un premier groupe de théologiennes qui s'appelait le groupe IPSO, qui veut dire In but still out. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. C'est ces femmes dont beaucoup avaient déjà un poste dans l'église ou étaient en faculté de théologie, et puis mais en même temps qui étaient à l'intérieur, mais qui se sentaient encore quand même quelque part un petit peu en marge. Et donc voilà, c'est parlant aussi ce nom qu'elles ont pris. Et donc voilà, elles étaient une quinzaine de femmes dans ce groupe à partager leurs expériences. Et alors, effectivement, elles ne disaient pas qu'elles étaient un groupe de théologiennes féministes ou un groupe féministe. Mais alors, effectivement, c'était des réunions en non-mixité, dans le sens où là, elles disaient que c'était vraiment un groupe pour les femmes, pour se retrouver entre femmes. Et puis après, il y a eu 2 autres groupes comme ça aussi par la suite, dont le dernier d'ailleurs a été un peu plus radical et a été plus loin, parce que c'est un groupe qui est allé au-delà de la réflexion théologique et du partage d'expériences, etc. Mais c'est un groupe qui a commencé à avoir des revendications vis-à-vis de l'Église à Genève, de l'institution, en exigeant, en arrivant en fait avec l'exigence qu'il y ait une première femme qui soit élue modératrice de la compagnie des pasteurs et des diacres,
qui est un organe qui rassemble tous les pasteurs et diacres de l'Église protestante de Genève. Et donc, c'est un organe qui a été mis en place par Calvin au moment où il a organisé l'Église à Genève. Donc, c'est voilà, une vénérable institution. Et donc, c'est une institution donc, dans laquelle les femmes ont mis un peu de temps à pouvoir entrer. D'ailleurs, la première femme pasteur à Genève, la pionnière genevoise Marcel Barre, qui est devenue pasteur en 1929, elle a été exclue de la Compagnie des pasteurs jusqu'en 1943. Donc, il y a eu comme ça 14 ans pendant lesquels elle était pasteur, mais elle ne pouvait pas faire partie de la Compagnie des pasteurs. Donc voilà, c'était un lieu qui résistait. Et donc, ce dernier groupe de théologiennes qui se sont réunies à Genève là, dans les années 1990-90, elles ont émis cette revendication qu'une femme soit élue modératrice, donc c'est-à-dire à la tête de la Compagnie des pasteurs. Et en fait, c'est une revendication qui a été entendue, et effectivement, c'est là où il y a eu une première femme qui a été élue à la modérature, qui s'appelait Isabelle Gressley, donc qui est une pasteur qui travaille maintenant dans l'église vaudoise. Et donc voilà, il y a eu aussi un glissement entre le premier groupe qui était encore assez prudent et qui réfléchissait, disons, et puis après le dernier groupe qui a voulu aller plus loin. Et je pense que en fait les femmes pasteurs actuellement dans l'église protestante de Genève, elles sont redevables quelque part à ces réflexions et aussi à ces luttes de leurs aînés dans ces groupes-là, donc qui étaient des groupes nécessaires. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir comme ça des groupes de femmes, c'est un besoin qui revient dans le sens où, par exemple, voilà, à Genève, je sais qu'il y a plusieurs jeunes femmes pasteurs qui se disent depuis quelques temps, ah, mais vraiment, on a besoin de lieux comme ça pour partager. Parce que voilà, tant qu'on vit sous un régime patriarcal, sous la domination masculine, tant qu'il y a encore des discriminations, des inégalités, on a besoin de lieux comme ça où on se sent en sécurité pour partager des expériences, des discriminations, sur les violences qui sont vécues. Et c'est important de prendre en considération le fait qu'il y a ces besoins-là qui ont existé et qui existent encore. Et ces différents groupes ont parfois dialogué avec les féministes civiles. Je voulais savoir quel lien entretient aujourd'hui le féminisme, en tout cas protestant, et le féminisme civil et les mouvements féministes civils. Valérie, tu pourras peut-être rebondir là-dessus aussi après. Ouais, alors ça c'est quelque chose qui est très intéressant, surtout pour moi dans la première moitié du XXe siècle, donc vraiment quand il y a le début de cette histoire de l'accès des femmes au pastorat, dans le sens où justement les féministes, enfin les femmes qui ont revendiqué une place plus importante dans les églises protestantes, et voilà, les premières qui voulaient devenir pasteurs, en fait elles étaient très connectées aux féministes laïques, enfin hors des églises. Il y avait vraiment pour le féminisme laïque, en tout cas en Suisse romande, c'était vraiment un enjeu, la place des femmes dans l'église. Donc il y a par exemple des revues féministes en Suisse romande qui écrivent régulièrement des articles sur les avancées successives des droits des femmes dans les églises en Suisse romande. Donc c'est vraiment un enjeu qui existe. Il y a un soutien fort des féministes laïques hors église à ce qui se passe dans l'église. Il y a aussi une porosité entre les féministes à l'intérieur de l'église et le mouvement suffragiste. Et je ne sais pas si vous savez, mais en Suisse, c'était une lutte très très longue pour obtenir le suffrage politique pour les femmes, puisque les femmes au niveau fédéral, donc au niveau suisse, ont eu le droit de vote seulement en 1971, 71. Donc c'est vraiment très très tard en Suisse, alors qu'on présente la Suisse comme une démocratie modèle incroyable. Alors il y a beaucoup d'avantages au système politique suisse, mais les femmes ont eu le droit de vote vraiment très très tard. Et voilà, les premières femmes pasteurs, certaines d'entre elles se sont engagées aussi pour le suffrage. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a des liens. Et après, c'est des liens, à mon avis, qui, avec les mouvements autour de mai 68 et puis la sécularisation de plus importante de la société, le fait que l'Église a perdu sa place centrale dans la société, je pense que, et puis voilà, ce nouveau mouvement féministe beaucoup plus radical des années 70-70, il y a eu peut-être à un certain moment des distances qui ont été prises entre le mouvement féministe laïque et le mouvement féministe des églises. Mais en même temps, il y a aussi eu des connexions, par exemple sur la question de la contraception ou du droit à l'avortement, où là, il y a quand même des femmes protestantes qui ont beaucoup fait partie de ces luttes et de ces avancées pour le planning familial, pour la contraception, pour le droit à l'avortement, et qui se sont exprimées clairement en faveur de ces droits pour les femmes. Et juste pour redire un mot sur la situation actuelle, enfin en tout cas au niveau de la Suisse,
là, avec ce regain du mouvement féministe en Suisse, il y a tout un mouvement autour de la grève féministe. Chaque année, depuis 2019, on a une grève féministe en Suisse le 14 juin, qui est un très gros mouvement qui a été spécialement en 2019. Et en 2019 et depuis, en fait, il y a vraiment des femmes des églises protestantes et catholiques qui se réunissent avant la grève pour préparer des revendications le jour de la grève, pour préparer des banderoles, des pancartes, et qui se joignent aux grandes manifestations dans les différentes villes suisses. Donc voilà, il y a des moments où c'est des mouvements qui s'éloignent, il y a des moments où c'est des mouvements qui se rapprochent, mais c'est vrai que le féminisme laïque hors église peut souvent encore avoir de la méfiance vis-à-vis des femmes qui viennent des églises. Et voilà, c'est une relation à travailler pour une connaissance mutuelle et puis un partenariat, à mon avis, qui gagne à être renforcé. Et puis, ouais, une connaissance mutuelle, parce que souvent, il y a beaucoup d'ignorance des deux côtés, d'ailleurs. Donc, pour moi, c'est important que les femmes féministes puissent se rejoindre, puissent discuter et puis intégrer différentes composantes en leur sein, puisque justement, je pense pas qu'il faut exclure certaines femmes ou certaines féministes qui auraient des appartenances différentes. Enfin, voilà, je pense qu'il faut aller vers la convergence des luttes et puis marcher ensemble dans ces mouvements. Je suis tout à fait d'accord. Et je crois que l'histoire, alors là c'est toi l'historienne, mais l'histoire, elle nous aide beaucoup à comprendre que ce soi-disant divorce là, entre féminisme laïque et féminisme protestant par exemple. Quand on regarde l'histoire, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le début du féminisme, alors je reviens en France, le début du féminisme en France, c'est chez les diaconesses, une réunion du coup entre toutes sortes de féministes et notamment du coup protestantes, et elles vont créer le Conseil national des femmes françaises, donc quelque chose de très laïque, hein, Conseil national des femmes françaises, et c'est ce conseil qui va beaucoup œuvrer pour le droit de vote, pour l'égalité salariale. Pendant 3 décennies, c'est une certaine Sarah Monod, protestante, qui est à sa tête. Et là, je vous parle du coup, vous voyez, de la principale organisation féministe dans notre pays. Donc c'est très intéressant de voir que les protestantes, au départ, sont tout à fait intégrées, combat commun, etc. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certaines discussions, on a certaines spécificités auxquelles on tient aussi, notamment le fait que notre combat féministe n'est pas un combat contre les hommes. Il n'y a pas de haine des hommes dans notre féminisme à la protestante. Et puis, il n'y a pas non plus changeable entre hommes et femmes, voilà. Mais ça c'est, et non mais sans caricaturer, dans certaines branches, voilà, de certains féminismes, on entend aussi des discours du coup des fois qui sont radicaux là-dessus. Mais comme tu l'as dit, il y a une tellement grande diversité aussi de féminisme, faut pas généraliser, hein, voilà. Mais je pense que là, ça c'est important de voir que il y a une vraie fécondité dans la rencontre. La semaine dernière, moi j'étais à New York à l'ONU pour la 67e session sur la condition de la femme. Là, c'est 5000 femmes du monde entier. Tout arrière-plan, hein. Et il y a aussi du coup des protestantes, mais il y a beaucoup plus large. Et c'était très beau de voir notre convergence de lutte, comme tu dis. On avait vraiment des sujets communs, voilà, cet accès à l'éducation, le fait de la sécurité, la lutte contre les violences. Alors là, vraiment, on a beaucoup ensemble à faire. Et toujours pour rester dans cette question de l'organisation de l'Église, on le sait, l'Église n'évolue pas dans un vase clos et fait partie intégrante de cette société patriarcale. Moi, je voulais savoir quel était l'état aujourd'hui des choses dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l'Église. Quels sont les moyens d'action qu'on a? Qu'est-ce qui reste à faire encore aujourd'hui dans l'Église? Là, on a un gros problème. C'est que être croyante aujourd'hui, être protestante, c'est un facteur aggravant. Les chiffres sont plus élevés dans nos églises protestantes que dans la population globale. Les chiffres de violence, vous vous rendez compte? Ça, c'est absolument terrible. Alors, on a en particulier des statistiques qu'on a eues en France, mais en France, on n'a pas tellement le droit de faire des statistiques confessionnelles, donc c'est compliqué. Mais chez nos voisins les Anglais, dont on est très proche, les dernières enquêtes, faites par des facs très sérieuses, nous disent qu'une femme pratiquante, allant à l'église, hein, church-goer comme ils disent, une femme sur 4 est victime de violences conjugales. C'est-à-dire qu'après avoir fait le culte là ensemble, quand elle rentre à la maison, violence physique ou sexuelle ou verbale, 1 sur 4.
Et dans la population globale, on est à 10%. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est un facteur aggravant. Parce que dans nos milieux, une femme chrétienne, ça ne divorce pas. Parce que pardonne 7 fois, 77 fois, même si en face, il n'y a pas de changement. Parce que des tas de versets qui sont instrumentalisés, vous voyez, qui sont sortis hors de leur contexte et qui sont, comme on disait tout à l'heure, utilisés comme arme de soumission massive. Donc ça, c'est l'éléphant au milieu de la pièce dont il faut qu'on parle. Pourquoi en faculté de théologie, nos futurs pasteurs n'ont aucune heure de formation sur le sujet? Je veux dire, ça veut dire qu'évidemment, ils n'ont pas les antennes pour les repérer, pour savoir, hein, pour pouvoir voir un signe, parce qu'il y a des signes. Je veux dire, dès qu'on est un peu formé, on voit les signes, et savoir quoi faire. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire non plus. Pas de médiation, etc., protéger la victime. Donc ça, ce serait vraiment un travail important. Il y a des avancées, je pense, bon, l'association Une place pour elle, mais il y a de la sensibilisation qui est en train de se faire, mais il y a vraiment encore une énorme marge de progression. Ça, c'est sur les violences conjugales. Il y a aussi les abus sexuels et spirituels. En France, on a beaucoup parlé de l'Église catholique, avec le rapport de la SIAZ et les chiffres terribles. Du coup, là, ils sont en ce moment à Lourdes en train de plancher sur des mesures. Mais en protestantisme, il faut aussi voir, non pas la paille, mais la poutre qui est chez nous aussi. Il y a aussi, évidemment, sans le caractère systémique, mais il y a aussi chez nous des violences comme ça. Et par exemple, à la Fédération protestante, en janvier, on a voté lors de la dernière AG un texte avec des mesures. Maintenant, il va falloir les mettre en œuvre, mais pour dire ça nous concerne aussi. Et donc, il faut aussi faire quelque chose par rapport à ce pays. Lauriane, je ne sais pas si tu veux rebondir. Non, moi je souscris à ce qu'a dit Valérie, et puis oui, je pense que c'est vraiment important de mesurer tout ce qui reste à faire. Et justement, je reviens à cette histoire de ne pas se reposer sur ses lauriers, par rapport à l'égalité qu'on voit, qui est à l'œuvre, disons, dans nos églises. L'égalité d'accès à toutes les responsabilités, ça n'empêche pas qu'il y ait de la violence de différents types. Et puis, il faut être vigilant sur ces questions-là, et effectivement accentuer beaucoup plus ces problématiques dans la formation. Et ça, je pense que c'est aussi un problème qu'il faut traiter en France comme en Suisse, dans toutes nos églises, c'est clair. Et puis on a un peu tendance, je pense, à faire des modules de formation qui sont un peu optionnels, qui sont de la formation continue, alors qu'il faut intégrer ces questions vraiment dans la formation initiale. Et les chaires de théologie féministe, on en parle. Elles sont tellement nombreuses en France que je ne sais pas par laquelle commencer. C'est toi, Strasbourg. Oui. Quand on parle de formation, hein, voilà, ça passerait aussi par ça. Peut-être en Suisse, vous êtes un peu mieux lotis, mais en tout cas... Non, on n'a pas de chaire de théologie féministe, c'est clair. De théologie féministe, ça passe par ça. Pour l'instant, on fait des traductions parce qu'on est nourri par... tu l'as dit, on a été nourri par la théologie anglo-saxonne, mais il y aurait aussi de la production à encourager, française, et puis en langue française, dire, du coup, suisse française. Et du coup, là, on parle beaucoup de féminisme et protestantisme. Je voulais savoir s'il y avait des aspérités particulières au féminisme protestant. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un féminisme œcuménique? Quelle est la situation chez nos voisins catholiques? Comment est-ce que ça dialogue? Voilà. Alors, pardon, vas-y, je dirais qu'il y a à la fois des mouvements féministes à l'intérieur des différentes confessions chrétiennes qui se développent de manière plus ou moins vigoureuse selon les moments, selon les lieux, une grande diversité de situations. Et puis, mais moi, ce que je vois ces dernières années, c'est qu'il y a quand même justement une convergence, il y a quand même des partenariats qui se nouent peut-être entre les différentes églises de la Réforme, mais justement déjà un œcuménisme à l'intérieur du protestantisme. Et je pense qu'on progresse quand même là-dedans, dans le sens où maintenant, je pense qu'on se parle de mieux en mieux, et puis peut-être que là aussi, on bénéficie d'Internet et des réseaux sociaux pour être plus en lien, même si on n'est pas sur les mêmes lieux au niveau géographique. Et donc, voilà, et je pense qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui se font effectivement de manière œcuménique. Et c'est important, c'est très important en fait dans les luttes féministes de sentir qu'on n'est pas seul, justement, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes encore, je pense, dans leurs églises qui peuvent se sentir seules, et puis en fait de se rendre compte que non, il y a d'autres femmes qui portent ces questions et ces enjeux dans les églises voisines, dans les autres confessions. Donc je pense que là on vit une période qui est assez positive sur le fait de construire des réseaux, disons, et d'être en lien, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer ça, et pour pas être simplement dans son petit précaré.
Alors, c'est toutes les semaines que malheureusement je rencontre des sœurs catholiques qui vraiment n'en peuvent plus. Il faut aussi le dire et être en très grande solidarité avec elles. C'est très difficile. En effet, nous, on est au bénéfice, on est dans des réseaux avec elles, avec des théologiennes catholiques. Moi, ma bibliothèque et ma pensée personnelle là, sur le féminisme, elle est nourrie par Lucetta Scarafia, Anne-Marie Pelletier, voilà, Christine Pedotti, toutes ces auteurs, autrices, qui sont aujourd'hui théologiennes catholiques. Et du coup, leur réflexion nous nourrit et c'est très, très fécond. Mais en même temps, il faut voilà, entendre leurs difficultés, leurs souffrances. Moi, j'ai pu assister là, à la préparation du synode sur la synodalité au niveau européen. Et donc, chaque église, chaque pays dit tout ce qui ne va pas ou tout ce qu'il faudrait changer. À chaque fois, systématiquement, ils ont tous parlé de la situation des femmes. Et ce qui était très frappant, c'est qu'ils évoquaient beaucoup la théologie des baptisés pour dire il faut donner davantage de place aux laïcs et à tout le monde parce que théologie des baptisés, on est tous baptisés et donc on a tous place dans le corps. Et là, je me disais, mais en fait, il y a le baptême, on a l'impression que pour eux, il y a un baptême bleu et un baptême rose, quoi. Vous voyez, il y a un baptême pour les garçons et un baptême pour les filles. Hein, voilà. Non, il y a un seul et même baptême, en effet. Du coup, ça nous donne notre légitimité pour prendre part là, dans le corps de Christ. Donc moi, je suis pleine de compassion, il faut prier, il faut les accompagner, il faut les encourager. En même temps, je dis ça, mais dans mon propre milieu, il n'est pas luthéro-réformé, il est évangélique. Et là, il y a aussi beaucoup de travail. Donc, je me sens très solidaire de tout le travail qu'il y a à faire chez nous, évangéliques, pentecôtistes, adventistes. Voilà, là, il y a beaucoup de travail aussi à faire. Mais je pense que le fait qu'on puisse construire ces réseaux et se connaître, enfin, j'espère que ça peut encourager justement les femmes. Et moi, j'ai vu ça avec mon travail. Enfin, et puis, donc cette recherche que j'ai faite sur l'évolution impressionnante qu'il y a pu avoir dans ces églises en quelques décennies, bah, j'espère que ça peut encourager des femmes catholiques. Et puis, j'ai passablement justement été en relation dans les facultés de théologie en Suisse. On a beaucoup de collaboration avec les facultés protestantes et les facultés catholiques. Et du coup, voilà, il y a des doctorantes en théologie pratique catholique avec qui j'ai régulièrement collaboré, partagé, et puis qui suivaient et qui suivent mon travail avec beaucoup d'attention. Il y avait toute une délégation de femmes catholiques qui travaillent dans l'église catholique romaine à Genève, qui sont agentes pastorales, qui sont venues à la soirée de lancement de mon livre, et puis sont venues en groupe parce que ça les encourage, ça les fortifie dans leur lutte et dans leurs aspirations pour l'égalité. Et puis ça, je trouve ça très beau quand ça peut avoir cet effet-là, disons, et qu'on peut se soutenir les unes les autres et s'encourager. Et c'est une des motivations qui a fait que j'ai publié ce livre aussi. Tu as choisi qui est aussi du coup une préface. Oui, il y a une préface d'Anne Soupade, qui est une théologienne catholique, qui préface mon livre. Et puis ça dit quelque chose. Ouais, c'est clair. Ouais. Préface d'Anne Soupade, puis postface d'Elisabeth Parmentier. Donc, ouais, je suis bien encadrée. Et justement, c'est très touchant pour moi d'avoir la préface d'Anne Soupade qui donne son regard, justement, et qui dit à quel point ça peut être encourageant de son point de vue de femme catholique qui aspire à beaucoup plus d'égalité dans son église. Ouais. Et j'ai une dernière question du coup. Je pense personnellement qu'aujourd'hui on peut pas penser le féminisme sans une approche intersectionnelle. On peut être à la fois femme, racisée, homosexuelle. Je voulais savoir aujourd'hui quelle était la situation, enfin, quelle était l'approche du protestantisme par rapport à ça. Est-ce qu'on est même aujourd'hui déjà dans cette démarche ou pas? Alors, moi, je pense que c'est là où il y a encore un angle mort. Je parlais d'angle mort au début, et puis à mon avis, c'est typiquement sur ce genre d'approche-là qu'il y a un grand progrès encore à faire dans les prochains temps, parce que justement, je parlais du fait que le protestantisme, en tout cas l'histoire du protestantisme est une histoire qui est très bourgeoise. Enfin, voilà, c'est souvent des milieux où c'est une élite intellectuelle, économique, et puis voilà, on est tributaire de ce passif-là, alors que on est là dans la nouvelle sociologie de nos églises protestantes. C'est aussi des églises qui sont beaucoup renouvelées avec des personnes qui sont issues de l'immigration et puis qui apportent des couleurs complètement différentes à nos églises et qui sont plus des personnes qui sont issues de la bourgeoisie de souche des lieux où on est. Et puis et du coup c'est des questions qui s'imposent où vraiment on peut plus faire l'impasse dessus. Mais je pense qu'il y a tout qui est à faire, en fait. La réflexion sur ces questions-là, elle est vraiment devant nous. Et ça fait partie des défis, à mon avis. La question de l'intersectionnalité, c'est vraiment de la prise de conscience du fait qu'il n'y a pas seulement, justement, ces enjeux d'égalité femmes-hommes, mais qu'il y a
il y a d'autres enjeux, d'autres discriminations, qui se cumulent, qui se croisent et qui complexifient les choses, mais qu'il faut prendre en compte. Et voilà, c'est quelque chose qui est à faire, à mon avis. Ouais. L'intersectionnalité, ce qu'elle nous dit, c'est aussi qu'il y a des oppressions qui se cumulent, voilà, malheureusement, et que du coup, il y en a pour qui c'est encore plus difficile. Et c'est vrai que l'écoféminisme, on commence à en parler, mais merci Joanne aussi d'en parler, du coup, tu nous as sensibilisés, mais c'est encore balbutiant. La Black Theology, c'est absolument passionnant, mais voilà, il faut pouvoir y avoir accès en français, c'est pas encore le cas, il faut traduire aussi ces travaux-là, la théologie queer, etc. Là, c'est évidemment un point de divergence aussi au sein des féminismes protestants, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes positions par rapport à certaines questions sur la sexualité. On s'est beaucoup divisé. Là, ça veut dire que on a mis aussi, comment dire, on voit que ça s'est joué au niveau mondial. On a le méthodisme actuellement qui est en train d'exploser sur ces questions, l'anglicanisme qui est en train de se diviser sur ces questions. Le protestantisme français n'a pas fait exception. On s'est beaucoup divisé sur la question, mais en 2015, on a fait un très gros travail sur le sujet pour dire on ne laissera pas ces questions-là nous diviser. Voilà. On a plus en commun que nos réflexions qui, sur le sujet, sont encore en train d'être débattues, etc. Et ça c'est important. Et de se dire voilà, qu'il faut du coup continuer la réflexion. Très bien. Bah, moi, j'ai fini les questions. Si vous avez encore quelque chose à rajouter, je ne sais pas. Moi, j'avais envie de vous partager une citation. Alors, c'est un homme, je suis désolée, ça aurait pu être c'est Paul Ricoeur. Moi, ça m'a beaucoup touchée quand il dit que nous survenons dans une conversation qui nous a précédés et nous y apportons chacune notre contribution. Et c'est vraiment ce que je ressens par rapport à féminisme, protestantisme et sexisme. C'est celles qui nous ont précédés, celles qui ont été avant nous. Et du coup, à mon tour, là maintenant, je suis dans cette conversation, là en 2023, mais j'y apporte ma contribution, mais on a chacun besoin, comme disait Simone de Beauvoir, chaque génération, on sait que la crise pourrait faire que nos droits sautent, et il faut être du coup vigilant, et c'est vrai aussi en Église. Et donc cette conversation qui m'a précédée, je suis heureux que ce soir on ait pu aussi la poursuivre avec des plus jeunes. Moi je suis ravie que ce soit l'aumônerie des étudiants qui nous ait invités. C'est très bon signe, c'est très touchant. Donc merci. Et les étudiants. Les étudiantes, oui. Merci Lauriane, merci Valérie. On a un temps de questions là maintenant, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, c'est pas une question, c'est juste un complément de réponse à la dernière question, puisqu'il se trouve que fin février, j'ai eu le privilège de participer à une session de travail de la SEPE, de la Communion des Églises protestantes d'Europe, et c'était sur les questions sexualité et genre. Et très clairement, maintenant, donc la SEPE, c'est pas les églises évangéliques n'y sont pas encore. Donc effectivement, Valérie, tu as bien situé. Il y a des différences là de regard et de positionnement et de perception des choses. Mais au niveau des églises, donc luthéro-réformées et méthodistes de la SEPE, maintenant il y a un gros travail qui a été fait et qui dit résolument les questions de justice de genre n'évacue plus ou ne particularise plus la question queer. C'est-à-dire, c'est exactement le même type d'injustice faite aux femmes, parce qu'elles sont des femmes, qui sont faites et dont sont victimes les personnes queer à cause d'une discrimination de genre. Et donc, il y a tout un travail de réflexion biblique, théologique, qui a été fait pour étayer une position qui est clairement affirmée comme aucune église ne peut plus se donner bonne conscience à dire les avis sont peut-être différents, mais on a le droit d'être homophobe parce que dans les Écritures, il y a des hommes et des femmes, il n'y a pas de personnes queer. Et maintenant, on dit c'est une posture qui est dépassée. Donc, on ne veut plus l'assumer. On sait que c'est une position difficile parce qu'il y a encore des gens qui suivent pas, mais c'est vers là qu'on va ensemble résolument. Et ça sera une décision de toutes ces églises ensemble de lutter contre toutes les discriminations de genre, donc de lutte contre les discriminations dont les femmes sont victimes, mais aussi toutes les personnes queer. Donc là, il y a vraiment une avancée, et c'est une avancée politique signifiante. Et donc, même si pour l'instant, on n'en est pas encore là dans chaque paroisse, mais une fois que cette réflexion est menée, on peut suivre et on peut aussi
veiller à davantage de justice et de vérité dans les relations, dans les communautés, parce on a tendance à, disons, à admettre que au nom d'une diversité, il est possible de tout défendre en Église. Or là, non, il y a des positions qu'on peut plus défendre. On peut pas être raciste dans l'Église, on peut pas être homophobe en Église, c'est clairement infirmé. Merci pour cette précision. Si quelqu'un d'autre a une question, veut réagir. Je voudrais revenir sur l'aspect sexiste de la Bible. Comment est-ce que vous comprenez ces éléments après, moi, je suis pas une très grande lectrice, mais par exemple, le fait que Ève ait été créée à partir du corps d'Adam, ce genre de choses, je pense pas que vous puissiez entendre que Dieu soit sexiste, mais est-ce que vous pensez alors que c'est un biais des prophètes et des récepteurs de la parole ou Un biais des traducteurs. Là, tu cites exactement le genre de passage où il y a un biais des traducteurs. C'est le seul passage de la Bible où ce mot hébreu est traduit par côte. Partout ailleurs, c'est le côté. Mais là, justement, pour la création, on l'a traduit par côte. T'as même des traductions qui disent la 13e côte, pour être précis. Mais justement, elle n'est pas tirée de sa côte, ce qui ferait d'Ève un morceau d'Adam et donc quelque chose d'inférieur. Elle est tirée de son côté. L'hébreu adore utiliser des images, du concret, du figuré, là où nous, on est très abstrait en français. Donc, son côté, parce qu'elle va être son vis-à-vis, tu vois. Et le fait d'avoir traduit côte, et on le lit à tous les mariages, eh ben évidemment, ça va pas aider. Et donc là aussi, c'est un choix des traducteurs qui a nourri. C'est le même en Genèse 2,18, juste avant la côte, quand on dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui soit accordée. » Eh ben alors voilà un mot fourre-tout qui a bien légitimé beaucoup de soumission et d'inégalité femmes-hommes, alors que l'hébreu est magnifique, il nous parle d'ézer kenegdo, de vis-à-vis, et pas du tout d'aide, de secours, d'assistance, de salut. Elle est son secours, elle est son salut, elle n'est pas son aide. Voilà. Et ça, du coup, c'est très important. Et donc, tu vois comment les traducteurs, il y a beaucoup d'exemples de traductions sexistes, de là que j'épingle dans le livre, qui vont dans ce sens-là. Et quand vous lisez la Bible en hébreu, vous ne trouvez pas de passages qui peuvent être problématiques Mais plein. Parce que c'est ce que je vous disais, la culture de l'époque, Proche-Orient ancien, c'est patriarcal. Donc évidemment, ça arrache les cheveux. On se dit, bon, les pauvres, voilà, c'est compliqué. Mais je comprends que c'est lié à une certaine incarnation, là, d'une certaine inculturation du message, et qu'il faut pouvoir faire la part entre la culture et le message. Du coup, quand même, c'est pas évident, hein, mais il faut pouvoir, et surtout voir comment est-ce que Jésus a voulu nous orienter. On n'a pas une lecture, nous, qui s'arrête à la fin du Premier Testament, mais du coup, à quel regard Jésus, les premières communautés chrétiennes ont instauré. Il faut voir le nombre de collaboratrices qu'a Paul. On ne nous parle jamais de tryphène, de tryphose, on croit que c'est des maladies, mais c'est des prénoms féminins. C'est des prénoms féminins. Il a des collaboratrices, soit tryphène, tryphose, Persis, Peubé, Junia, Priscille. Il a des tas de collaboratrices qu'il apprécie, qu'il estime, mais nous, on parle pas d'elle. Des fois, on a même masculinisé les traductions. L'apôtre Junia, eh bien, on était gêné par le fait qu'il y ait une femme apôtre, et les traducteurs ont masculinisé ce prénom en rajoutant un petit S. Et Madame Junia est devenue Junias. Vous vous rendez compte, comme manipulation des textes. Donc voilà, c'est pour ça que la question de la traduction sexiste, elle est vraiment fondamentale. Mais du coup, vous pensez que la parole de Dieu a besoin d'un contexte culturel pour pouvoir... Elle a besoin d'interprétation. Ouais. Pour pouvoir être Ouais. transmise. Ouais, exactement. Ouais, bien sûr. De même qu'on apprend à lire. Bon, un jour, on a appris à lire à l'école. A, B, B, A, ça fait bas, voilà. Eh ben, ça s'apprend aussi, en fait, hein, à pouvoir comprendre le contexte culturel. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, une question l'autorisation, qui me brûle aussi, parce qu'on a parlé des disparités dans le protestantisme, et donc la question que vous m'anticipez, Valérie, c'est quelle réception, finalement, vous avez déjà un peu évoqué les milieux donc, qui sont non luthéro-réformés, et j'aimerais concrètement avoir une image, une idée de la réception que vous avez dans les milieux évangéliques.
Il y a des signes encourageants. On parlait des pionnières. Première femme pasteur en France, elle est baptiste. Elle est évangélique. 1929, pardonnez du peu quand même, Madeleine Blocher Saillens. Et du coup, voilà, ça c'est très encourageant. Hein, son mari meurt et l'église décide que bah, du coup, elle peut tout à fait faire le job. Quoi. Voilà, hein, et donc il la garde. et en effet, elle va avoir un ministère formidable, 1929. Donc c'est même avant les réformés pour la France. Hein. Donc ça c'est très positif. Voilà. Mais depuis, certains ont oublié les pionnières. Voilà, hein, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Hein, voilà. Donc depuis, beaucoup ont oublié les pionnières. Il y a eu un signe encourageant quand même, c'est quand on a fait une enquête auprès de toutes les églises de la Fédération protestante. Les fédérations, il y en a 20, hein, fédérations évangéliques dans la Fédération protestante. Elles avaient toutes des pasteurs. Sauf deux du coup, voilà. Mais du coup c'était un marqueur aussi quand même de ceux qui sont en dialogue là, avec les autres, etc. Ils avaient toutes des femmes pasteurs. Donc ça aussi c'est un signe encourageant et qui on l'espère va contaminer les autres. Mais pour beaucoup de dénominations c'est encore un combat. Mais Valérie, sur la question de toutes les fédérations évangéliques Ouais. pour les femmes pasteurs, c'est des femmes pasteurs autonomes ou des femmes pasteurs en couple pastoral? Les deux. Tu as raison. Ah, là, ouais. Eh ouais, tu as Est-ce raison. qu'elles ont fait des études de théologie? Ah non, mais messieurs non plus, donc... Non, mais Non, mais toi... pour avoir un tout petit peu sillonné tous ces trucs-là pendant 10 ans, souvent les femmes elles ont un cursus et les hommes en ont un autre, hein, c'est pas le même. Hein. Ça dépend. Ouais. Là, c'est vraiment... ça dépend des unions. Voilà. Mais tu as raison, il y a des unions... C'est pas 18 fédérations sur 20 qui ont des femmes pasteurs autonomes. Pas à la manière du terreau réformé dont on comprendrait ce que c'est qu'un pasteur. Mais dans leur carte à eux, d'évangéliques, elles ont le même titre qu'aurait du coup un homme. Pardon, excuse-moi d'insister, mais c'est important pour moi. Si le mari meurt, elle pourrait probablement pas rester en poste, tandis que si la femme meurt, les hommes pourraient rester en poste. Bah, je le souhaite pas, mais on verra bien qu'est-ce qui se passait. Là, Madeleine, tu vois, c'est ce qui s'est passé pour Madeleine oui, Blocher. Il y en aurait d'autres, si ouais. vous savez. Ouais. Merci. Mais, ouais. Non, parce qu'il y a les fameux angles morts dont nous parlait avant. Ouais. Floriane. Oh oui, alors je peux en citer beaucoup. Valérie, tu es vice-présidente de la Fédération protestante de France. Et il y a ce document important qui vient de sortir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce document que tu as déjà cité? C'est vrai. Donc il y avait eu ce rapport de la SIAZ, hein, qu'on a tous, alors peut-être pas lu, mais en tout cas dont on a entendu parler, hein, qui disait bien qu'il y avait un effet systémique dans l'Église catholique et beaucoup d'abus sexuels. Et du coup, on s'est dit, alors, et en protestantisme, on a confié ça à la commission éthique, et qui a fait un très beau rapport qui a été travaillé et adopté par le Conseil puis par l'AG. Donc vous voyez, c'est vraiment une décision au plus haut niveau, là, de tous les responsables au niveau du protestantisme français. Et le rapport nous dit qu'il y a aussi un lien très fort entre abus sexuels et abus spirituels. Et ça, c'était quelque chose dont on parlait pas beaucoup dans nos milieux. Ça se prépare. J'allais dire, c'est pas un beau matin quelqu'un qui se lève et qui vous saute dessus. Je veux dire, il y a toute une relation d'emprise entre une personne en situation d'autorité, un chef scout, un pasteur, un accompagnant, et du coup la personne qui va accompagner. Donc c'était important aussi de définir qu'est-ce que c'est que l'abus spirituel. Et l'une des recommandations, c'est de dire il faut un code de déontologie. Eh ben, vous allez être surpris, mais ça n'existe pas pour les pasteurs. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas? Il y a beaucoup de choses hein, qui sont écrites, et il y a des formations, mais voilà, ça n'existe pas un code qui soit pour tous ceux qui se disent pasteurs de toutes les unions, là, pour le coup. Hein. Et on est un code de déontologie. On en veut aussi chez les luthéraux. Ouais. On va essayer de l'élaborer du coup ensemble, luthéraux réformés et évangéliques, voilà. Et on pense y associer aussi le CNEF, hein, du coup, voilà, pour les évangéliques. Donc on est ensemble, un code de déontologie. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas et ça, ce serait important. Une ligne d'écoute aussi, pour qu'on puisse avoir... Alors on a souvent parlé de libération de la parole. Le problème, c'est la libération de l'écoute. Voilà. Hein, les victimes, il faut pouvoir les entendre. Voilà. Elles ont des choses à dire, mais il faut qu'elles aient des mesures. Des mesures. Lauriane, du coup, vous êtes professeure à une faculté de théologie à Genève. La professeure, je suis chargée d'enseignement. Est-ce que, du coup, il y a ce genre de codes-là déontologiques qui sont dans votre fac ou c'est juste dans la nôtre qu'il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas. Il y en a pas. En tout cas, il n'y en a pas qui soit spécifique à la faculté de théologie. Il y a des. Alors, mais maintenant, au niveau de l'université, au niveau des universités suisses romandes, il y a ces derniers mois, années, il y a de plus en plus d'initiatives pour vraiment
prévenir les questions de harcèlement et de sexisme, de violences sexistes sexuelles au sein de l'université. Donc il y a des dispositifs qui ont été mis en place les derniers mois parce qu'il y a des enquêtes qui ont été faites, Université de Lausanne, Université de Genève. Donc ça, au niveau de l'université, oui, c'est en train de se mettre en place depuis quelques années. Il y a des bureaux de l'égalité qui font un travail très très important dans ces universités suisses romandes pour faire bouger les choses et puis que vraiment on arrive à une tolérance zéro et qu'on puisse dire que c'est inacceptable. Mais là où il y a encore des difficultés, et il y a un travail qui est fait dessus, c'est notamment la question, par exemple, des doctorantes et doctorants qui sont dans des relations de pouvoir très fortes et très asymétriques avec leur direction de thèse. Donc, bon, c'est aussi le cas des étudiants, évidemment, qui sont dans une posture de dépendance très forte vis-à-vis des professeurs. Donc voilà, ce qui est difficile avec l'université, mais comme dans l'église, c'est qu'il y a ces relations de pouvoir très très fortes, des postes de professeurs qui ont des pouvoirs très très forts sur à la fois les doctorantes qu'ils encadrent et puis les étudiantes. Donc voilà, mais ça bouge beaucoup depuis quelques mois, quelques années dans les unis, pas spécialement dans les facultés de théologie, mais au niveau global dans l'université. Parce que je pense que dans les facultés de théologie, il y a un prisme qu'on ne peut pas prendre dans n'importe quelle autre faculté. C'est-à-dire que dans les facultés de théologie, il y a des anciens pasteurs qui deviennent professeurs et donc il y a cette spiritualité-là qui s'impose aussi aux élèves, qui n'est pas forcément de même envergure dans d'autres facultés. Peut-être que cette réflexion d'avoir justement un cadre beaucoup plus serré à mettre en place dans les facultés de théologie devrait se faire. Parce que c'est, en plus d'être un professeur, avant il était pasteur, et souvent quand on va en fac de théologie, on a une croix quelque part. Enfin, il y a certains qui ne croient pas, mais c'est souvent ça. Et donc il y a ce truc en plus de je crois en Dieu, il y a un pasteur, il y a un lien avec Dieu, et c'est. Ça, c'est l'abus spirituel. C'est vrai que c'est spécifique. On a aussi à la Prépare sur le terrain. Ouais. Alors, il n'y a pas quelque chose de spécifique qui se fait dans les facultés de théologie à ce niveau-là, et c'est vrai que là, on est encore dans l'angle mort au niveau des facultés de théologie, ouais, où il n'y a pas de travail spécifique. C'est vrai qu'il y a cette dimension qui s'ajoute, effectivement. Je pense à deux questions à vous poser. Merci pour vos interventions, déjà. Mais la première, vous y avez pas mal répondu, c'était situer les enjeux spécifiques pour les églises sur la question du féminisme. Mais ce qui, à la limite, on pourrait passer, et celle qui m'intéresse plus, c'est, là aussi elle a été évoquée, mais un peu vite, et je trouve intéressant qu'on puisse y revenir, c'est est-ce qu'il y a une couleur spécifique du féminisme quand il est protestant ou quand il est pratiqué dans les églises, qui pourrait irriguer le féminisme dans d'autres milieux. Donc on a fait l'histoire et les mouvements convergents dans l'histoire, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une couleur? On sentait dans votre échange tout à l'heure qu'il pouvait y avoir aussi des différences, et je trouve que c'est intéressant de les pointer, de les situer, de les dire. Juste brièvement sur l'enjeu, il y en a un que je n'ai pas mentionné, mais je voudrais redire, c'est l'invisibilisation. Bon, alors on est rentré dans cette pièce, on a tous rigolé, c'est vrai, en voyant ces portraits, mais quand même, c'est assez symptomatique. Voilà, l'invisibilisation, c'est le fait que les femmes, pendant longtemps, n'ont pas écrit l'histoire et n'ont pas, du coup, on n'a pas non plus raconté leur histoire et qu'on ne les connaît pas bien. Et je trouve que ça, ce serait un des enjeux, vraiment, par rapport aux églises, c'est qu'elles racontent l'histoire de ces femmes remarquables, là, qui nous ont précédées ou qui sont là aujourd'hui. Je veux dire, on a un prix Nobel d'économie, Esther Duflo, protestante, voilà, qui en parle. Comment est-ce qu'on commente là ce qu'elle fait sur le, est-ce que, voilà, on a une Irène Frachon, pour parler des vivantes, hein, mais voilà, qui dénonce le scandale du Mediator, et puis toutes celles qui nous ont précédées. Vous savez qu'en anglais, histoire, c'est his story, voilà, son histoire à lui. Ça, c'est connu dans les mouvements féministes, mais je crois que du coup, ce serait une des responsabilités de l'Église, c'est de mieux faire connaître. Ça, c'est une des choses sur lesquelles on travaille au groupe d'Orsay. J'ai parlé de ces groupes qui se retrouvent, de sororité. On est en train de préparer quelque chose pour parler de ces femmes protestantes, pour raconter leur histoire et lutter contre l'invisibilisation. Donc voilà, sur l'enjeu, moi je dirais ça. Après sur le reste, moi j'ai déjà répondu, donc je te laisse répondre là sur la spécificité. Ouais, du féminisme, d'un féminisme protestant. Je pense que, en tout cas historiquement, c'est un féminisme qui met beaucoup l'accent sur l'éducation, sur la formation, sur l'accès direct au texte biblique. Puis justement, c'est un féminisme qui veut beaucoup retourner au texte biblique. Je pense que c'est ça qui fait peut-être la particularité protestante. Moi, je pense toujours à
je sais pas si vous avez vu passer ce livre c'est Les lettres sur l'égalité des sexes de Sarah Grimke. Donc c'est une féministe états-unienne qui a écrit des lettres qui ont été publiées dans la presse au milieu du 19e siècle. Sarah Grimke, c'était une fille de planteur esclavagiste au sud des États-Unis. Et puis elle a pris part d'abord au mouvement abolitionniste pour dénoncer l'esclavage. Et puis elle s'est rendue compte que les mêmes arguments et les mêmes systèmes d'oppression qui étaient à l'œuvre vis-à-vis des esclaves, c'était aussi ce qu'on utilisait contre les femmes. Et puis du coup, elle est aussi devenue féministe, et donc elle a publié des lettres sur l'égalité des sexes. Donc il y a une traduction qui a été publiée il y a 5-6 ans chez Labor et Fides. Et donc c'est un texte très puissant parce que cette femme qui écrit au milieu du 19e siècle, elle se fonde en fait sur les textes bibliques pour défendre l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc elle dit vraiment explicitement au début de ses lettres, maintenant je vais retourner au texte, et puis c'est sur ces textes bibliques que je me fonde pour défendre le féminisme et puis l'égalité. Donc enfin c'est pour dire que là je pense qu'on a vraiment une démarche protestante, disons, dans cet attachement au texte biblique, à l'éducation, à la formation. Je pense que c'est ça qui fait peut-être cette couleur protestante. Donc je vois que tu partages pas les mêmes que moi, du coup, c'est intéressant. Les mêmes quoi? Moi j'ai plutôt dit, du coup, qu'il n'y ait pas la haine de l'homme aussi. Ah oui, oui. Et qu'il n'y ait pas d'interchangeabilité. Oui, alors oui, ça va. Alors, c'est normal, moi je suis pour la haine des hommes. Non, c'est vrai que moi au début, quand j'ai parlé du féminisme au début, j'ai dit que moi je résiste un peu à la tendance à vouloir toujours rassurer les hommes. Mais voilà, peut-être que, ouais, je sais pas si c'est, mais je pense que c'est pas une raison. En tout cas, pour moi, c'est pas un point d'opposition, mais peut-être que c'est des tendances ou des stratégies un peu différentes. Mais ouais, c'est aussi, pour moi, c'est dans la même démarche de pas vouloir m'excuser d'être féministe ou de pas vouloir m'excuser de déranger. Enfin, donc voilà, moi, évidemment que j'ai pas la haine des hommes. D'ailleurs, j'ai parlé de mon mari au début. Je suis hétérosexuelle, je suis mariée, j'ai 2 garçons d'ailleurs. Donc heureusement que j'ai pas la haine des hommes, mais j'ai pas très envie de me justifier et de devoir expliquer ça en préambule, enfin expliquer que oui, j'aime les hommes. Donc voilà, mais en même temps, j'ai pas envie que ça oppose les féministes entre elles. Et puis, c'était quoi l'autre question? Ah oui, l'interchangeabilité. Alors oui, ça c'est vrai que c'est intéressant parce que là, c'est aussi c'est vrai que ça peut être des tendances différentes du féminisme. Et d'ailleurs, moi, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée dans l'étude que j'ai faite sur l'ouverture du pastorat aux femmes. C'est, mais alors, en quoi les femmes pasteurs sont différentes? Qu'est-ce qu'elles apportent de différent? Qu'est-ce qu'elles apportent de différent? Et puis, il y a beaucoup cette tentation de dire que les femmes, de dire que les femmes pasteurs sont quand même un peu différentes, elles sont peut-être plus douces, elles sont peut-être plus empathiques, elles ont peut-être... alors, enfin voilà, c'est des discours qu'on entend. Et alors moi, vraiment, donc moi j'ai fait une 50aine d'entretiens avec essentiellement des femmes pasteurs, mais aussi quelques hommes pour ma recherche. Et puis, en fait, moi, ce que je constate vraiment dans les entretiens, c'est qu'il y a vraiment une singularité de chaque parcours et de chaque manière d'exercer le ministère pastoral et d'être pasteur, et qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a des hommes pasteurs qui sont pas spécialement à l'aise avec l'autorité, avec l'enseignement, avec cette posture un peu traditionnelle et puis assez surannée du pasteur. Et alors qu'il y a des femmes qui aiment beaucoup être là-dedans, être dans l'enseignement, dans l'autorité. Et puis il y a des hommes qui sont plus dans l'empathie, dans l'accompagnement personnel, que ça intéresse plus ces dimensions-là, qui sont très doux. Et donc voilà, donc moi je résiste en tout cas, je résiste à ce qui me semble être de l'essentialisation, c'est-à-dire de dire que la femme, et puis alors là on peut parler au singulier, que la femme serait plus comme ça et l'homme serait plus comme ça. Donc pour moi il y a des singularités des individus. Il y a bien sûr, il peut y avoir des tendances différentes qui sont beaucoup liées à l'éducation, à la socialisation, au fait qu'on n'attend pas la même chose des petits garçons et des petites filles, on les élève pas de la même manière, et puis que les filles sont certainement plus douées pour la communication et puis pour être attentives aux autres, mais parce qu'en fait on attend ça d'elles depuis qu'elles sont toutes petites, et puis elles commencent à jouer comme ça
déjà toute petite à être beaucoup plus dans des jeux de communication, etc. Mais voilà, c'est vrai que je résiste vis-à-vis d'archétypes féminins et masculins, en fait. C'est ça, et je trouve que ça se vérifie pas parce que on voit justement la diversité humaine qui est en fait énorme et puis qui à mon avis peut pas se réduire à une certaine vision du masculin et une certaine vision du féminin. Donc voilà, donc dans ce sens-là, moi je dirais pas que voilà, il y a l'homme qui est plutôt comme ça et la femme qui est plutôt comme ça. Par contre, c'est évident que donc voilà, moi je résisterai un peu à cette question d'être enfin de dire qu'il y a pas enfin qu'on s'érige contre l'interchangeabilité, etc. Par contre, bah, pour moi, ce qui est très important, c'est l'altérité. Alors moi, je préférerais parler d'altérité, mais pas entre les hommes et les femmes, mais entre les individus, en fait. Et puis pour moi, par exemple, le texte de Genèse, où l'homme, enfin, il n'est pas bon que l'homme soit seul, voilà, et qu'il faut un autre être humain. Donc pour moi, c'est pas tellement une question d'avoir un homme et puis d'avoir qui a besoin d'une femme, mais c'est le fait que l'être humain est pas fait pour être seul dans la société, et puis qu'on a besoin des autres, on a besoin de l'autre pour avancer, dans nos vies, on a besoin d'un autre être humain. Mais ça veut pas dire que si on est une femme, si j'ai une femme, j'ai besoin d'un homme dans ma vie, ou si je suis un homme, j'ai besoin d'une femme dans ma vie. Et puis, et là aussi, on peut être dans la justification du couple hétérosexuel, enfin, de l'hétéronormativité, de cette injonction à être hétérosexuel. Et, et du coup, pour moi, ce qui est en jeu, c'est l'altérité, et c'est pas une question d'altérité entre l'homme et la femme, mais c'est une question d'altérité au niveau de l'humanité. Et il y a une grande diversité, une complémentarité. Heureusement, voilà, moi j'ai certaines forces et certaines faiblesses, et puis et toi t'as d'autres forces et d'autres faiblesses, et puis on a besoin de collaborer parce qu'on n'est pas des êtres parfaits, et c'est ça qui est beau. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que j'ai beaucoup apprécié vos exposés, les réponses que vous avez faites aux différentes questions. Et moi, je m'en pose une complémentaire, si vous permettez. Je trouve que votre féminisme est un féminisme intelligent, équilibré, spirituel. Je l'approuve. Je n'ai pas encore lu votre livre, mais ça viendra. En revanche, moi, j'ai rencontré des féministes, alors, à Paris, un peu différentes de vous, notamment une amie, à Bac+10, consultante anonyme, pour pas faire les détails. Alors, elle, son féminisme, c'était, citation, il faut leur couper les couilles. Fin de citation. Alors, j'étais un peu surpris, si vous voulez, d'entendre ce genre de propos. Et puis, elle avait une petite nuance quand même, elle me disait, si on a envie d'une gâterie avec un mec, on le prend, qu'il soit marié ou pas. D'ailleurs, vous, les chrétiens, vous avez fait toute une histoire de l'adultère, etc. Alors, ma question est la suivante. Bon, c'est une caricature, mais c'est une femme qui existe, je vous assure, et une jeune, excusez-moi, mais brillante par ailleurs. Ma question est la suivante, peut-être plus sérieusement. Est-ce que vous ne craignez pas que la domination masculine, que vous contestez, et vous aussi d'ailleurs, ne se transforme pas un jour en domination féminine? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déséquilibre à un moment donné? Cette femme, ça n'était l'exemple parfait. Et dans son job d'ailleurs, c'était pas évident de travailler avec elle. Peut-être juste un tout petit point. On dit depuis quelque temps, enfin c'est un slogan qui se retrouve dans des manifestations féministes, que le machisme tue, mais que le féminisme ne tue pas et n'a jamais tué. Donc moi je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que en fait le machisme il tue tous les jours, il y a tous les jours des féminicides, mais en fait le féminisme même s'il y a des paroles qui peuvent ou des slogans qui peuvent paraître violents comme cette histoire de couper les couilles, bah c'est pas le féminisme, il tue pas des hommes, donc voilà, disons les faits sont là, donc moi je pense pas qu'il faille avoir peur de mouvements qui Donc, moi, j'ai pas peur. ouais d'accord, mais je pense pas qu'il faille appréhender des mouvements qui sont pour l'émancipation et puis des mouvements qui luttent contre les violences et des mouvements qui s'insurgent parfois dans l'indifférence du fait qu'il y a des femmes qui sont tuées presque tous les jours, hein. Et je pense que rien que ce fait-là, il légitime largement le fait
qu'il y ait ces luttes féministes qui existent, et heureusement qu'elles existent, parce que ces féminicides et ces violences ont été cachées et tues pendant très longtemps, mais sous le tapis. Et là, heureusement, maintenant, on en parle, et c'est grâce aux féministes qu'on en parle, et qu'il y a des manifestations, qu'il y a des chaises vides comme ça, qu'il y a ce genre d'action symbolique et parfois plus bruyante, plus revendicative dans la rue pour dire que c'est inacceptable et qu'on ne peut plus tolérer des violences comme ça. Je voudrais juste vous partager, monsieur, une statistique que j'ai entendue à l'ONU, du coup, dans cette session sur les femmes. En session d'ouverture, hein. Si on continue à ce rythme-là, le rythme actuel, il faudra encore 300 ans pour atteindre la pleine égalité femmes-hommes. Donc, on en reparle dans 300 ans. Pour le point. C'est très intéressant votre réflexion, madame, parce que vous venez de montrer une différence homme-femme, et c'est vrai que les criminologues de toute tendance, de tout pays, vous diront que les hommes sont beaucoup plus violents que les femmes. C'est pour ça que vous avez raison de vous battre, y compris au sein de l'Église. Ça existe malheureusement, hein, même si c'est contre toutes nos conceptions et contre l'Évangile. Hein. Mais 300 ans, il n'y a pas de fatalité, hein. C'est à nous de passer la vitesse supérieure pour faire en sorte que ce soit pour nos filles, pour nous, voilà. J'espère que ce ne sera pas les 300 ans. Hein. Oui, il y a une question. Alors, moi, je suis une fervente organisatrice de temps en non-mixité, donc des petits déjeuners pour femmes. Et puis, depuis 2019, dans la paroisse dans laquelle j'œuvre aux côtés de mon mari, tandis que moi, j'œuvre dans ma paroisse ailleurs, eh bien, j'ai un groupe de femmes de plus en plus grandissant et relativement jeunes, mais c'est intergénérationnel. Et donc, on s'attelle tous les ans à faire un culte 100% féminin. Et donc, ça veut dire qu'on l'organise du début à la fin, et qu'il y a là aussi des personnes qui n'ont pas fait des études d'éthologie qui prêchent. Bien entendu, avec la bienveillance de tout le groupe et mon accompagnement. Et je voulais dire ça pour faire un petit clin d'œil à ma sœur Valérie. Tiens-toi bien Valérie, cette année on a eu un peu de communication, c'est vrai, on était une centaine, alors on a eu un peu de communication. Et des pasteurs de l'UEPAL se sont plaints à l'inspecteur ecclésiastique de ce qu'il y ait un culte 100% féminin dans une paroisse. Donc voilà, ça leur a semblé quand même un peu obscène, c'est-à-dire dans le sens étymologique sur le devant de la scène. Donc c'est très intéressant parce que voilà. Et donc j'ai une question. Quelle est votre position finalement? Surtout, je suis intéressée parce que les milieux évangéliques ont un petit twist à ce niveau, hein, sur les réunions en non-mixité dans l'Église. Et je sais qu'on en a déjà parlé, il y a un petit twist évangélique que je trouve. Elles sont très très courantes dans nos milieux évangéliques, mais parce qu'elles appuient sur l'essentialisation. En disant du coup une réunion de femmes, c'est parce que les femmes sont ceci et cela et que du coup il leur faut des réunions spécifiques. Et malheureusement, c'est plutôt un levier pour les faire taire. Donc, parce qu'en soi, la sororité, c'est magnifique. Et des espaces de non-mixité, il y a la place, voilà, il faudrait les encourager encore plus. Mais là, ce que je vois, c'est que souvent, c'est plutôt justement parce que, je vais vous donner un exemple biblique, c'est le temple de Salomon, là, vous voyez, avec des plans donnés par Dieu, il n'y a pas de séparation homme-femme. Quand ce temple est détruit et qu'il est reconstruit au temps d'Hérode, on fait une séparation homme-femme. Avec 15 marches d'écart, vous voyez, pour bien qu'on comprenne hein, la différence homme-femme, entre le parvis des femmes et le parvis, du coup, les hommes seuls peuvent rentrer, les hommes juifs, parce qu'il y a aussi le parvis des païens, d'ailleurs. Et ça, du coup, c'est typique de ce qui se passe dans nos églises quand on érige des murs ou des espaces séparés, quand ils sont pour exclure, quand ils sont pour développer la sororité, formidable. Mais là, c'est souvent quand même des espaces pour les exclure d'autres espaces, de lieux de décision en particulier. Et c'est là, évidemment, que ça pose un problème. Et combien de cours spéciaux dans nos églises aussi, du coup, on a créé, voilà. Oui, Valérie, tu es présidente, tu as créé l'association Une place pour elle que tu as présentée et tu as parlé à très juste titre tout à l'heure d'être particulièrement attentif à la parole de victime. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut mieux accueillir ces paroles de victime puisqu'il y a
un problème de recevabilité, de C'est vrai. crédibilité, etc. C'est vrai. Vraiment. Moi, je suis touchée de l'exemple de l'Espagne. Alors, l'Espagne, on dit pays catholique, vous voyez. Et l'Espagne a fait chuter le nombre de féminicides. Vraiment, c'est vraiment d'une manière visible, importante. Et comme je vous ai dit, c'est seulement le haut de l'iceberg, les féminicides. Hein. Du coup, ça veut dire qu'ils ont fait aussi chuter le nombre de violences conjugales. Comment ils ont fait? En sensibilisant tous ceux qui sont en contact avec des femmes. Pour que ces personnes-là, à l'aide d'un questionnaire qui est très simple, aient les antennes sorties. Et puissent du coup se dire ah tiens oui ça correspond tiens à ce que j'ai lu dans mon questionnaire et que du coup on puisse offrir un espace d'accueil, d'écoute, simplement d'afficher un numéro d'urgence. Est-ce que dans vos lieux d'accueil vous avez mis le 3919 hein, qui est aussi là du coup, c'est le numéro en France d'urgence 3919, c'est 24/24 7 jours sur 7, des professionnels qui aident qui que ce soit qui appelle, ou si même vous avez du coup une question sur un collègue ou quelqu'un, vous ne savez pas, on a en face. Est-ce qu'on diffuse ce numéro dans nos églises? Est-ce qu'on le diffuse dans nos facs, partout, vous voyez? Il faudrait qu'il soit affiché partout. Ça, ce serait une manière aussi du coup de permettre aux victimes d'avoir un lieu. Et nous former pour sentir nos antennes et qu'elles sentent que, voilà, elles peuvent aussi en parler. 39. Je vais prendre les derniers tours de parole. Je ne sais pas si quelqu'un a encore d'autres questions. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'on peut applaudir Valérie. Et merci à tous et à toutes d'être venus. Thomas, tu veux ajouter quelque chose? Alors, n'oubliez pas de passer au centre de l'éducation vers il y a un livre, évidemment, celui de Lauriane Circulaire et la lutte sexiste de Valérie. Et puis, une information concernant l'activité de la médiathèque. Vous êtes tous et toutes bienvenus à l'inauguration de la prochaine exposition qui commencera le 4 avril, consacrée à Martin Bucer, puisque vous savez, la réforme magistrale grâce à lui. Et il y a une section consacrée, on n'est pas commissaire de l'exposition, je ne me défausse pas sur le propos, mais la section de Bucer familier et familial présente d'une part le portrait, le seul portrait de la deuxième femme de Bucer, et plus intéressant, moi, dans l'anecdote, un texte de Catherine Bucer, puisque Catherine est liée à la constitution des premières collections qui constituent maintenant les collections patrimoniales de la médiathèque. Et c'est un ouvrage qui vient de la BNU, puisqu'il n'est pas dans nos collections, donc il est rarement montré. Donc, c'est l'occasion de découvrir ce texte d'une des femmes de la réforme à Strasbourg, Marguerite Yourcenar. Donc vous êtes les bienvenus. Et l'inauguration a lieu le 4 avril à 17h30, mais l'exposition dure jusqu'au 23 jours. Voilà. Merci. Et bonne soirée.